Premier panel donc qui va débuter. Alors juste avant de débuter le panel, une petite information pratique. Si vous souhaitez une traduction, c'est possible. Il faut que vous nous fassiez signe et puis on vous apportera de quoi vous mettre sur les oreilles de manière à avoir une traduction simultanée. Premier panel donc de cette matinée, l'avenir des enfants réfugiés et migrants face à la crise de l'éducation. Autour de la table, de ces tables, Reza, donc qu'on ne présente plus, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qu'on ne présente pas non plus, qui était avec nous tout à l'heure, et qui est, entre autres, philosophe, professeur et président du comité scientifique. Lilia Fan, experte humanitaire, directrice internationale de la fondation Guetanoé, je pense que je prononce bien à peu près, qui gère le plus grand centre de réfugiés en Thaïlande, le docteur Missira Ketab, ancienne ministre égyptienne, vice-présidente du Bureau international des droits de l'enfance en Égypte, et Caroline M. Châtel, vice-présidente et cofondatrice de WEGUP au Canada. Vous avez la parole donc sur le thème « L'avenir des enfants réfugiés et migrants face à la crise de l'éducation ». Merci infiniment. Je me réjouis d'être le modérateur de ce panel. Je me réjouis que ce panel ait commencé par citant un magazine bien connu, on pourrait appeler le choc de cette éloquence que vous leur avez rendue. Nous vous sommes absolument redevables. Ami le disait tout à l'heure, ce jour, plutôt hier, l'humanité a célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. La coïncidence fait que, en même temps, l'humanité célèbre, ou devrait célébrer ensemble, le pacte mondial pour une politique humaine de la migration, pour une migration sûre, ordonnée, je vais oublier le troisième terme, déclaration qui vient d'être approuvée à Marrakech, peut-être pas par tous les pays que l'on aurait souhaité. Parce que, vous le savez, cette déclaration a déchaîné des passions qui étaient au fond des passions politiques, des passions fabriquées. Parce que ces passions se sont fondées sur de la désinformation et se sont fondées également sur un complotisme simplement politique. Je dis cela parce que cela nous rappelle, lorsqu'on parle des réfugiés, du drame de la migration et du drame universel que nous vivons avec les réfugiés, qu'aujourd'hui, malheureusement, à un devoir d'humanité qui devait être le nôtre, qui devait être celui de tous, s'opposent des tribalismes et une xénophobie qui, encore une fois, défigure le visage que nous devrions donner de l'humanité et le visage que nous devrions donner de l'hospitalité. C'est un panel important, celui consacré aux réfugiés, parce qu'il nous permet de rappeler une chose qu'avait déclaré la philosophe Hannah Arendt, c'est que l'humain, parce qu'il est humain, ne perd jamais le droit d'avoir des droits. Autrement dit, dans le dénuement le plus complet, dans la précarité la plus complète, l'être humain qui est jeté sur les routes par les guerres, par les massacres, ou simplement parce que la nature, du fait des changements climatiques, est devenue hostile à la vie, cet être humain peut être dénué de tout, il ne devrait pas être dénué du droit d'avoir des droits. Et cela indique l'importance que nous accordons à l'éducation lorsqu'il s'agit des réfugiés. Parce que précisément ces droits, pour en jouir, il faut qu'ils soient connus et il faut qu'ils soient reconnus. Et c'est ce que fait l'éducation. L'éducation, c'est la jouissance du droit d'acquérir des langues, parce que le réfugié, c'est quelqu'un qui voyage évidemment d'une terre à l'autre, d'un pays à l'autre, mais qui souvent voyage également d'une langue à l'autre. Acquérir des langues, acquérir des savoir-faire, acquérir des connaissances qui lui permettront de s'intégrer, cela est important. Et acquérir tout cela pour se refaire une vie. Et lorsque je dis se refaire une vie, ce mot, je voudrais l'entendre littéralement et avec tout le poids qui est le sien.
Parce qu'il s'agit bien évidemment de se refaire au sens de se reconstituer, de reconstituer sa propre humanité. Parce que le réfugié, on a rappelé tout à l'heure que la plupart des réfugiés sont justement des enfants ou des adolescents. Le réfugié, c'est celui qui est blessé, c'est celui qui est traumatisé, c'est celui qui se retrouve avec une personnalité totalement fragmentée, quasiment détruite. Et donc, il s'agit déjà pour lui ou pour elle, ce réfugié ou cette réfugiée, de se reconstituer, de redevenir à nouveau pleinement humain, de jouir de sa propre humanité. Et cet aspect de l'éducation, il ne faut pas que nous l'oublions. Heureusement, nous avons justement les personnalités qu'il faut autour de cette table, en particulier pour ne pas oublier cet aspect fondamental de l'éducation, qui est éducation à sa propre humanité, au processus de sa propre réhumanisation, en la personne de Caroline, qui est juste à ma droite, Caroline Châtel, qui est vice-présidente, on vient de la rappeler, du WIGUP. I don't know what that means, but you will explain. Absolutely. Nous avons également Liliane Fan sur ce panel. Liliane nous vient de cette terre où vit une population que nous ne connaissions pas et qui malheureusement a fait irruption dans nos nouvelles et dans nos consciences, qui est la population des Rohingyas. Elle s'en occupe au sens où elle vit avec les Rohingyas. Elle est engagée précisément dans ce travail de reconstitution, visant en particulier les enfants, mais éduquer les enfants, c'est également éduquer leurs parents, et elle nous expliquera cela tout à l'heure. Mais je viens de parler du droit d'avoir des droits, parmi lesquels le droit à l'éducation. Et personne ne pouvait être mieux placé que Madame Mouchira Khattab, le docteur Mouchira Khattab, et qui a exercé, on vient de le dire, les plus hautes fonctions nationales et internationales, toujours au service du droit de l'enfance. Et elle sera donc la première à s'exprimer sur les droits humains et d'abord sur le droit à l'éducation. Dr. Mouchira Khattab, I would like to ask you first. My first question would be to ask this. States do sign conventions, but at the same time, they seem to be feeling free not to follow their own word. And in this particular case, this is a matter of urgency. Maybe you should address that question, please. Do you want to sit here and do that? Go there. Well, if you go there, you have to give me back my mic. You want me to sit here? Yes. There's another mic. There is another mic You want there. me to sit there? I think you should just go ahead and let's keep it a conversation. Okay. Good morning, everybody, and I congratulate Alice Fall for her initiative, and I wish her all the success. Thank you, Professor Bashir, for putting the right question to me. Actually, states are busy with conferences and documents more than with the implementation on the ground. As we celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights, we know now that it is the time of the people. When people move to the street, everybody is watching and everybody is holding his or her breath. So the people now matter, and the people have become holders of rights. And these conventions and the Universal Declaration of Human Rights have put the primary responsibility for implementing the human rights of the people on the states. And this is a legal obligation. So I think we have a great success story within the United Nations, the United Nations human rights system that we need to focus on, and we need to focus on its implementation. We have now around 68.5 million persons globally forcefully displaced.
And more than half of this figure are children. And I agree with Reza, he quoted Gandhi saying we have to start with the child. And we have a magnificent Convention on the Rights of the Child that is ratified by the entire global community. Every single state has committed itself to the implementation of the Convention on the Rights of the Child, except for one nation. So there is a compulsory responsibility to implement the rights of the child. We keep issuing more declarations and holding more conferences without looking at a very serious tool that we have, these committees that were established by the Conventions on the Rights of the Child, and states write reports and go present it to this committee. So we have to give more attention to the reports that states present, to the recommendations of the committees on the rights of the child, women, people with disability, forced disappearance, migrant workers. These are all excellent human rights documents. They have to tell how they implement it. And the Committee on the Rights of the Child, which I was honored to be the vice chair, I served as an expert on this committee for 8 years, has identified the aims of education. It's not just making education accessible and available. This is very important, but more importantly, the quality of the education we give our children. And when we talk about the refugees, we have a very important document by the Committee on the Rights of the Child on education during times of emergency. And there is no time of emergency worse than the actual time we are living in. So I say, Mr. Chairman, we have to hold states responsible. And I must say, some states did very, very well with the education and with human rights, and other states did not do so well. So there is improvement, great improvement, but it's not even, and we still have many people deprived of their rights. So let me underline the measures of implementation of human rights. Every state that has voluntarily accepted to commit itself to these human rights instruments must prepare a legal framework harmonized with the human rights system. It must put an action plan, and its public policies must be in conformity with these conventions that they have accepted to oblige themselves with. They must put in place a data system disaggregated by gender, age, religion, geographic location, ability, race, to see the gaps, because you will find more girls deprived of education than boys. You will find refugees deprived of education than the local people. You will find many gaps. And it's not just any data collection. Averages hide discrepancies. So we have to be diligent to find those marginalized and deprived and focus on them. As we heard, the education of the girl is the best investment that anyone can do. So also, the state must work in transparent, effective partnership with the civil society. The civil society is key for the implementation of human rights. Must raise awareness of human rights. Why we talk about the right of education? Like we heard, it's not just an inalienable human rights, it is an enabler for the achievement of other human rights. If I don't know about my rights, I will not ask for them. So education of the refugees is crucial for international peace and security, for the peace and security of the state of origin, states of transition, and states of destination. So it is very important
to focus on the education of the refugees. It's very important to listen to the refugees when we are making the policies for their education. It's very important to invest in teachers' training. Teachers' training is very crucial to build peace in the minds of the learner. And now we don't talk about education, we talk about learning. And learning is a lifelong process. And learning is not only confined to the classroom in a school, but it happens everywhere, in the streets, in the theaters, in the mosques, in the synagogues, in the churches, hospitals. So very, very important to provide second and third chance of education. Very important to include education in the relief package provided for the refugees. It's not only health and shelter, must be also education. And education of children should not be interrupted. We have seen the Millennium Development Goals till 2015, and now we are with the Sustainable Development Goals till 2030, and believe me, we will not make a difference in implementation unless we treat the Sustainable Development Goals as inalienable human rights that are indivisible, interrelated, and very indivisible, interdependent, and interrelated. Only then we can make a difference, and we already have the bodies in charge, we already have the legal framework, and we better focus on implementation. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Implementation is indeed a key word. Donc je suis heureux de dire de vous très rapidement simplement que vous êtes une experte humanitaire, que vous vivez avec les Rohingyas, que vous aidez. La question que je voudrais vous poser est une question toute banale. Comment vont-ils? Et que faut-il faire? Merci, professeur Suleiman, et merci tout d'abord à Amy pour cette conférence, ce forum très important. En fait, si vous me permettez, je vais continuer en anglais parce que les topics, c'est un peu compliqué en fait. Je vais vous parler sur les Rohingyas. So the Rohingya, that's the population I'm going to talk to all of you about today. This population is, I would suggest, the most vulnerable of the displaced populations in the world today. And it's because they're not only a massive refugee population, like the Syrians and Yemenis and Palestinians and many others, but they're also a population that actually has no citizenship. They are a population that has been made stateless by the government of Myanmar for many decades now. And they're also a population who is in fact facing genocide, as we now have had this confirmed by the United Nations fact-finding mission that was chaired by Mr. Marzuki Darusman and many experts from the United Nations. And how does education, what are the implications of the denial of education for the Rohingya? In Myanmar, for those of you who are not familiar with their situation, the Rohingya have been denied basic human rights because they are not considered to be citizens. And because of this lack of citizenship, they've been denied the right to basic education for many decades. They have been denied the right to health for decades. They've been denied the right to earn a livelihood, and even the right to basic freedom of movement. So, in fact, we all remember apartheid in South Africa. What we have in Rakhine State, in Myanmar, is apartheid, and genocide, and the denial of basic human rights. It's many, many forms of extreme discrimination and violence and brutality. And this has caused the Rohingya to now become one of the largest stateless populations in the world and one of the largest refugee populations in the world. And the lack of education does not only affect children, it affects everyone, particularly women
and girls, because at least for some boys, they are able to have access to some very informal madrasa, which are run by the community ustads, the religious leaders and the teachers in the community, who also themselves have had very little education, in fact. But for the girls, they have almost zero education, and the vast majority of girls and women of the Rohingya community today are absolutely illiterate, and it makes them vulnerable in so many ways. Not only are they vulnerable to the violence, the direct physical violence, like sexual abuse and torture and even arbitrary arrest and killings, but also they become vulnerable to trafficking and smuggling. And there's a very large movement of Rohingya now, of course to Bangladesh. There are more than 1 million Rohingya refugees in Bangladesh, but there's also a movement to our countries in Southeast Asia, like Malaysia and Thailand and Indonesia, and many of them are women and young girls who are being smuggled as child brides, actually, to marry Rohingya men who have gone earlier. And there's a big problem with this because education is not, it's not that it's not valued among Rohingya communities, but they don't have the opportunity. They've never had opportunities for education. So your average Rohingya family does not see the role of a girl to be educated and to go and have a job. They just have never had that opportunity anywhere in the world. So even in their conditions of displacement in Bangladesh, for example, there are some learning centers that are being established, but they're not schools. I would not call them schools. They're not formal. They do not even have clarity on which language they use for education. So the Bangladeshi government does not want Bangla to be used as a medium of education. And the Burmese government, on the other side, does not want Burmese to be used as a language of education. So the Rohingya language is not a written language, it's an oral language. So it's very difficult even to use that, and that would limit, of course, the future of these Rohingya. One initiative that we've taken, this is my organization, the Gatangan Foundation in Malaysia, is we decided to try to do what we could to reach as many Rohingya women and girls as we needed to. And we decided that it was not only important to educate the children, but the parents as well. And the only way to do that, the only way to, especially to reach mothers, who are so fundamental in the education of their children, is to enter into their homes and to bring education into their homes. Because the majority of Rohingya women, even in places like Bangladesh or Malaysia where they are refugees, are still very limited in their mobility. And that's for many reasons. It has to do with some cultural reasons. The Rohingya are quite conservative Muslims. They're not extreme in any way, but they are quite conservative. And they have an idea of purda, which is basically that a woman has to have a space of sort of a private space, and she can't move beyond a place where she's unfamiliar with the men around her. And of course, in a place of displacement in the camps, Rohingya women are surrounded by unfamiliar men. So it makes them restrict their movement even more, which makes it more difficult. And in Malaysia, it's the same. It's the lack of familiarity, but it's also the lack of security because they're not documented. So they can get arrested actually at any time and brought to the immigration detention center. So they tend not to leave their homes. So we designed a program, and it was actually designed by one of my staff, who is a young Rohingya boy. He designed a program to actually bring education modules, literacy modules, into the homes of Rohingya families. And then we'll invite the neighbors, the Rohingya women from around the community, to come to their neighbor's home. And twice or 3 times a week we'll have what we call a homeschooling session. And this has actually enabled us now. We have about 10 homeschools across Kuala Lumpur. And they reach about 300 Rohingya women and girls right now. And it's been very successful because now you have a level of literacy within at least these communities where women are able and confident enough to go to the clinic by themselves and fill up a form in English or in Malay, in our national language in Malaysia, and are confident enough to take a bus on their own. And these seem very small, but actually they're enormous. If you're a refugee and you don't have that basic freedom of mobility and that basic confidence to have
a conversation with people in your new community that can really isolate you. So I think that thinking about education, we need to think not only about the children, we really need to think about parents and the role that education can play in helping refugees adapt into the new community. That's really important. We have this issue in Malaysia. I'm sure this is an issue here in Europe and in many other parts of the world. Thank you very much. I believe your final word about addition for Caroline, Yes. because Caroline's work is precisely about that, about the child. And comme vous allez parler en français, nous allons passer au français. D'accord. Votre travail, Oui. votre réflexion et votre travail pratique est centré autour de l'enfant, Oui. de l'adaptation dont vient de parler Liliane, de la reconstitution également. Exactement. Dites-nous en. Premièrement, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être invitée sur ce panel. Je suis une Canadienne, il fait très froid chez nous, donc très heureuse d'être à Paris. Donc oui, alors Caroline M. Châtel, c'est mon nom. Wake Up. Wake Up est l'acronyme de notre organisation qui s'intitule While I Grow Up, pendant que je grandis. Donc, While I Grow Up, pendant que je grandis, ressemble un peu au travail que Reza pratique. C'est-à-dire que nous amenons les enfants de 9 à 14 ans à découvrir leur plein potentiel. On dit que l'éducation doit donner à l'enfant son plein potentiel dans la vie. Nous avons comme prémisse, lorsque je dis nous, c'est le fondateur et moi-même, que nous avons tous une mission dans la vie, que nous sommes uniques et que nous avons tous la même chance de réussir. Cependant, le contexte dans lequel nous sommes nés, la situation géographique sur laquelle nous mettons les pieds, nous dissocie d'avec les autres qui ont plus de chances que nous. Donc, While I Grow Up, c'est un programme qui permet, comme je le disais tantôt, aux enfants de découvrir leur plein potentiel par les compétences du 21e siècle. Les compétences du 21e siècle, ce sont les compétences qui rejoignent la mission de Reza, c'est-à-dire on utilise la créativité pour découvrir notre plein potentiel, l'analyse critique, avoir une pensée analytique, une pensée critique, développer notre autonomie, notre estime de soi, retrouver notre unicité et retrouver qui nous sommes vraiment. Donc la mission que je porte avec les enfants entre 9 et 14 ans, au Canada, au Maroc, bientôt au Brésil, en Chine, nous permettent d'être avec eux et de leur proposer des projets qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc, dans ce contexte où on parle de réfugiés, je vais vous emmener au Canada, dans des contextes où des enfants n'ont pas la même chance que d'autres Canadiens. Au Canada, il existe une très grande pauvreté. On a 800 000 enfants qui ne mangent pas à leur faim par jour. On a des fondations qui aident nos enfants à manger tous les matins. Alors, notre programme est entré dans des sphères, dans des régions socio-économiques très démunies et chez des enfants qui ne parlaient pas. Des enfants de 9 ans qui avaient des traumas. Et les traumas, bien sûr, on les retrouve chez les réfugiés, chez des enfants qui ont vécu parmi les bombes. J'imagine très difficilement des enfants réfugiés qui doivent avoir de l'éducation le matin, mais qui sont en post-choc traumatique. Alors, comment on amène une éducation de base chez des enfants qui ont des chocs post-traumatiques? Alors, la solution, nous l'avons trouvée, et je suis pas vraiment dans l'humilité de le dire, un peu comme Reza, ses photos.
Les enfants qui ont des grandes difficultés, ont peine à parler, ont peine à participer dans une classe, nous leur offrons donc cette chance de choisir sur notre site Wake Up. On a plus de 3000 petits documentaires qui ont été créés pour eux et qui ont été créés pour répondre aux difficultés d'apprentissage, aux difficultés d'expression. Donc, les enfants ont du temps pour eux, 15 minutes. Et les vendredis exposent le pourquoi qu'ils ont choisi un documentaire, par exemple, sur l'environnement, un documentaire qu'on pourrait mettre, par exemple, sur Reza, le travail qu'il fait. Alors, l'enfant a le loisir de nous raconter le pourquoi qu'il a choisi ce contenu. Et bien souvent, les enseignants nous disent « Caroline, cet enfant, je ne l'avais jamais entendu parler depuis le mois de septembre. Nous sommes au mois de décembre et pour la première fois, il parle, il s'exprime, il prend goût à la vie parce qu'il prend confiance en lui. » Donc, nous croyons fermement que l'éducation de base, c'est sine qua non. C'est un droit universel. Mais les compétences du 21e siècle doivent être engagées très tôt dans la vie d'un enfant. Savoir communiquer, savoir échanger, le savoir-être, le savoir-faire, ce sont des compétences humaines qui sont délaissées dans l'enseignement de base. On prend pour acquis que l'enfant va apprendre un peu plus tard dans sa vie comment communiquer ses idées avec ses pairs, comment pouvoir travailler dans la vie, mais c'est très faux. Si nous ne donnons pas la chance à l'enfant très jeune de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre place dans une solution de problème, par exemple la créativité, Amy Sarfan m'a dit « Caroline, parle-moi de la créativité lorsque tu seras sur le panel. » Pour nous, la créativité, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la créativité qui est nécessairement l'art. La créativité aussi est dans la résolution des problèmes. Donc, en classe, les enfants ont un problème qu'ils vont écrire au tableau, un problème de groupe, un problème de l'école, un problème dans leur communauté, un problème dans leur famille, question de violence, question d'injustice. Et en classe, ils vont résolutionner le problème. Ils auront 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour apporter des résolutions à leurs problèmes. Alors, ils ont 9 ans, c'est incroyable comment les enfants ont une créativité, et la créativité doit être exprimée au-delà de l'art. Donc, c'est mon travail, c'est ma passion, et bientôt, je vais terminer avec ça. Nous avons au Canada la pédiatrie sociale, et la pédiatrie sociale va donc utiliser notre programme pour aller réveiller les enfants qui sont issus de très grandes difficultés au niveau de la violence conjugale. Nous avons aussi au Canada accueilli 15 000, 20 000 réfugiés l'an dernier. Nous les accueillons avec tout notre amour, ils sont très bien intégrés. Alors, apprendre les compétences du 21e siècle, c'est très important pour apporter une harmonie dans nos communautés. Que l'intégration soit une intégration humaine et non pas seulement une intégration économique. Voilà. Donc, j'avais seulement 7 minutes. J'espère que j'entre dans mes minutes. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous y répondre. Merci. Le temps est venu, pas seulement des questions, comme je vous l'avais dit en introduction, mais également de vos commentaires, parce que nous sommes aussi là pour vous écouter. Alors, floor is yours. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se promener? Le micro? Si vous êtes une enseignante projetée.
Je voudrais poser une question en ce qui concerne les réfugiés des Rohingyas. Ça m'a beaucoup touchée parce que moi je suis auteur de livres pour enfants dans les langues africaines. Donc j'essaie de faire des écrits des leçons didactiques, c'est pour que vraiment les enfants apprennent la langue, c'est pas raconter seulement des contes. Et vous parlez de Rohingya, si je m'ai compris, donc c'est une langue qui est seulement orale, on ne peut pas l'écrire, donc l'éducation, surtout pour les filles, ça devient un peu compliqué. Alors comme c'est juste une appréciation, est-ce qu'il y a possibilité ou c'est quelque chose que vous mettez déjà en place pour rendre cette langue orale, phonétiquement écrite, pour permettre quand même à l'éducation, au moins parce qu'une langue déjà qui est parlée c'est bien, mais encore moins quand il est écrit, donc ça risque de se perdre, même leur donner vraiment le moyen de pouvoir s'ouvrir au monde, avoir l'éducation et pouvoir s'instruire comme on a vu tout le long de la matinée. L'éducation c'est quelque chose qui est primordial dans l'épanouissement d'une personne ou d'une civilisation. On va prendre quelques questions ensemble et ensuite nous reviendrons aux réactions. Pour cette belle initiative. Merci à Bamba qui m'a parlé effectivement de cette initiative, de ce forum. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation, etc. Et très impressionné par le travail que vous faites, Madame Chacal. Et je sais qu'au Canada, on s'occupe beaucoup de la philosophie pour mômes. Hein, donc ça ressemble un peu à ça. J'ai été initiateur des cafés philo en France et à travers le monde. Donc je connais relativement bien le sujet. Et j'enseigne la violence un tout petit peu à l'université et aux travailleurs sociaux. Donc, ce qui est très intéressant de ce que vous faites, c'est ce que Stéphane Clerget disait, réussir à l'école, c'est une estime de soi. Oui. D'accord ? Et ça me semble extrêmement intéressant. Et quelle que soit la situation dans laquelle on est, si on apporte l'éducation, le loisir, la créativité, il y a de la place pour tout ça. Il faut seulement trouver le temps, comme l'a fait le photographe M. Reza, qui m'a beaucoup touché, et que je vais envoyer à un ami qui enseigne la philosophie et l'esthétique à l'Université de Dakar, puisqu'effectivement, il faut qu'il connaisse vos travaux pour effectivement mieux transmettre. Donc, ce qui m'intéresse véritablement, c'est de savoir que l'éducation a la place partout. Il faut savoir trouver ce moment-là, parce qu'il faut être disponible et disposé pour le faire. Ce n'est pas l'objet du panel, mais l'ambassadeur du Sénégal disait qu'il y avait 25% du budget du Sénégal destiné à l'enseignement. Je dis que c'est des statistiques parce que dans la réalité, il me semble que c'est moins de 25% quand on voit ce qui se passe dans les écoles sénégalaises. Et la formation que l'OIF a mis en place est très intéressante et j'aimerais bien y contribuer. Et mon ami, le professeur Si, qui est à Saint-Louis, travaille beaucoup sur ces sujets-là, de la transmission du savoir, de former les formateurs, parce qu'un formateur qui n'est pas bien formé, ce n'est pas très bien du tout. Merci beaucoup. Une dernière intervention peut-être avant que... Oui ? Allez-y, monsieur, vous avez le dernier mot. Après mes remerciements en direction de... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ça va maintenant. Voilà. Donc, après mes mots de remerciement en direction de Anissa Fall, organisatrice du forum et de tous les panélistes, j'avais une question à poser plutôt à M. Reza. J'ai beaucoup d'admiration envers lui et je retiens l'année dernière lors donc, de la préparation donc, de cette conférence de cette année. J'ai bien aimé lorsqu'il disait qu'il mangeait les fruits venant des arbres qu'il n'avait pas plantés. Bon, mais maintenant, je crois qu'avec ce qu'il nous a montré aujourd'hui, les jeunes enfants de 11 ans, avec les photos qu'ils ont réalisées, qui commencent à manger quand même les fruits d'arbres qu'il a plantés. Alors, cela me permet donc de lui dire quels sont ses projets d'avenir, parce que c'est avec beaucoup d'intérêt que je le suis, et je crois que quand même pour l'avenir, il doit continuer à travailler dans ce sens et à vulgariser davantage son œuvre. Merci. Merci infiniment. Comment Il y a une autre question. Bon, une dernière. Merci. C'est M. Ignac Omar Samba. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'éducation, mais pour une meilleure compréhension, moi je l'aborderai en termes de socialisation pour que nous puissions avoir une approche systémique, c'est-à-dire globale,
Parce que l'enfant ou le jeune, il est toujours inscrit dans un cercle familial, dans un cercle social où il grandit. Et il grandit au niveau de la famille, il grandit en lien avec ses pères, ses amis d'enfance, les amis de la rue ou du milieu proche. Il grandit aussi en rapport avec l'école, il grandit aussi en rapport avec d'autres instances de socialisation, que ce soit des structures associatives ou des structures politiques et autres, qui essaient de l'accompagner tout au long de son développement personnel, si on peut le dire. Et depuis 2013, je m'intéresse à cette question et j'ai un peu travaillé sur avec des enfants en situation de conflit avec la loi, avec la protection judiciaire de la jeunesse en Alsace. Et tout le travail que fait Madame Caroline M. Châtel, ma question va aller sur cet aspect, et tout en mettant en place des médiums de socialisation, des médiums qui permettent d'accompagner le processus d'éducation de l'enfant, de son insertion, de lui redonner la confiance en soi, de pouvoir s'exprimer et de participer, c'est-à-dire de s'intégrer à sa société, à son milieu, et de donner tout son potentiel, qu'il devient citoyen, si on peut aborder comme ça. Et on sait que les difficultés que vous avez développées sont surtout d'ordre familial, au sein de la famille, des familles divorcées, et des enfants qui ont vécu des moments de violence conjugale qui, de manière symbolique, s'est répercuté sur leur comportement. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes aussi d'accompagnement, de soutien, ce qu'on appelle ici en France, de soutien à la parentalité? Est-ce que vous mettez en place des aspects sur cette dimension-là de soutien à la parentalité, mais aussi de manière interculturelle, qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner l'intégration des familles d'origine migrante? Et ici, on parle des familles, des mineurs isolés étrangers. Qu'est-ce que vous aussi vous mettez en place au niveau des terrains d'action? Vous n'êtes pas qu'au Canada, vous êtes un peu partagé au Brésil et dans d'autres milieux. Et tout en remerciant aussi le professeur Sylvain Bachurian, tout le monde, les initiateurs, et je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Alors pardonnez-moi, oui. Je suis un petit peu le gardien du temps et le rabat-joie de ce panel, mais il nous reste vraiment très peu de temps, donc si on peut faire des réponses assez... Oui, des réponses mitraillettes. Donc, Monsieur Reza, le passage de l'art photographique au jardinage. Tout est petit en réalité. Tout ce que nous pensons, nous croyons que l'éducation, c'est le vrai clé pour l'avenir. Donc permettez-moi, juste pour ceux qui n'étaient pas là, de dire quel est l'impact de ce que ce monsieur est venu de se rappeler de ce que j'avais dit et pourquoi nous faisons tous ce que nous faisons. C'est un petit conte persan qui raconte qu'il était une fois un monsieur très âgé était en train de planter un arbre de noix. Et quelques jeunes qui passaient à côté, ils lui ont dit, mais comment tu sais pas que pour avoir des fruits d'un arbre de noix, il faut attendre 25 ans. Donc pourquoi tu donnes autant de peine pour planter cet arbre? Et ce que nous faisons tous, c'est la réponse que cet homme sage a donné à cette réponse. Sa réponse était, tous les mois que nous avons mangés dans notre vie, les arbres étaient plantés par des gens avant nous. Et notre devoir, c'est de planter des arbres pour la génération d'après. Et voilà ce que c'était, toutes ces histoires et tout ce que nous faisons à cause de ça. Merci beaucoup. Merci. Rohingya. Merci, professeur. Merci pour cette question. Just to clarify, in fact, there are 3 initiatives already existing to try to develop a script for the Rohingya language. And one is what is called the Hanifi script, which is an adaptation of Arabic for the Arabic script, which many Rohingya boys know already because they learn the Quran. So there is an initiative. Unfortunately, this is very limited in scope. So I do agree. I do agree. It's very important for the Rohingya to continue to learn the language and to develop the language as well. I'm an anthropologist, so I really do agree that there's a lot of value in learning their vernacular. But I think in a refugee situation, in the context where the Rohingya are living now in Bangladesh, that's the largest population, more than 1 million. Actually, Saudi Arabia, about 500,000
Malaysia, we have about 300,000 Rohingya, and Indonesia and all these other countries. I think it's very important for the Rohingya to have access to learn the national language of their host countries, because that's the only way they're going to break out of this isolation that has been imposed on them inside their own country for such a long time. And I think that it's really important for them to be able to learn the language of the host country, as well as Burmese, which is going to be the language which will enable them to return and be part of their own country one day. So I think this idea of actually educating in the language of origin is very important. For the Rohingya, it's complicated, but it's important because I think for all refugees, education is not only a way for them to integrate into a new society, it's also a way to ensure that they can contribute to reconstruction of their war-torn societies and peace building of their societies as well. Merci. Caroline, go Bien ahead. sûr. Alors, le décompte commence pour moi. Je vous remercie beaucoup pour les questions, elles sont très importantes. Pour y répondre, oui, notre programme en éducation s'intègre au programme et au curriculum de tous les pays où nous sommes accueillis. Donc, notre programme, nous avons une formation. Nous donnons une formation aux enseignants. Les enseignants sont très heureux de pouvoir se délester de leur travail, 15 minutes les matins, jusqu'à 1 heure par semaine, pour pouvoir donner du temps à leurs enfants, à leurs élèves, pour aller découvrir un peu ce qui se passe sur la plateforme. Maintenant, on développe le citoyen du monde, le citoyen global. Alors, nous avons des projets qui leur permettent notamment de faire de la vidéo, de faire des reportages. Nous les appelons les reporters, les jeunes reporters. Ils ont une formation qui leur permet d'aller interviewer des personnalités, des gens de leur communauté, de leur famille, et ensuite, ils les présentent donc à la communauté Wake Up. Et puis, dernièrement, nous avons donc des liens avec d'autres écoles, notamment au Maroc. Et la semaine dernière, nos enfants de 9 ans ont présenté des projets de communauté aux enfants du Maroc. Nous étions sur Skype live, c'était extraordinaire. Ils parlaient le français, nos enfants parlaient le français franco-ontarien, donc avec un accent incroyable. Et puis les Marocains parlaient un français totalement impeccable. Alors, immédiatement, la culture et le savoir entendre et porter attention donc à l'accent, c'était déjà une ouverture sur le monde. Donc, nous assurons que l'enfant puisse avoir une ouverture sur le monde dans un système sécurisé qui s'appelle wakeup.tv, mais je ne fais pas la promotion de Wake Up. Je fais seulement la promotion où les capacités des enfants à développer leur talent, à découvrir qui ils sont par l'entremise de projets concrets qu'ils ont eux-mêmes choisis dans leur classe pour venir en aide à leur communauté, c'est exceptionnel. Nous travaillons entre 9 et 14 ans parce que ça prend au moins 1 an, 2 ans avant que l'enfant puisse être très à l'aise dans la façon de faire et de travailler avec la société qui l'entoure. Maintenant, pour les enfants qui ont des difficultés, par exemple, notre prochaine étape sera avec les réfugiés. Nous attendons simplement qu'on nous appelle. Nous avons fait beaucoup d'offres, mais malheureusement, on ne nous entend pas. Donc, j'espère qu'on va nous entendre ce matin. Alors, nous avons des équipes multidisciplinaires. Et au Canada, c'est la pédiatrie sociale. Donc, il y a les travailleurs sociaux, il y a les médecins pédiatres qui offrent donc aux enfants sur place l'évaluation physique, l'évaluation sociale, l'évaluation aussi émotionnelle. À ce moment-là, nous sommes en mesure d'apporter assistance à l'enfant sur tous les concepts. Donc, le concept, si c'est la violence, c'est des chocs post-traumatiques. Alors, à ce moment-là, c'est l'équipe multidisciplinaire qui prend en charge les enfants. Et les enfants en ressortent d'une façon grandie. Alors, plus tôt on les prend, plus tôt ces enfants qui deviendront des adolescents, qui seront en mesure de comprendre ce qui est le bien et le mal, et qui sont en mesure de prendre des décisions lorsqu'on leur offre d'entrer dans des gangs ou quoi que ce soit. Donc, c'est là où notre travail se situe, d'informer nos enfants, de leur développer cette pensée philosophique. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Vraiment les amener à réfléchir. Et la réflexion, l'enfant en a besoin.
Peut-être pas sur une période à long terme, parce qu'un enfant a besoin de jouer, de s'amuser, mais il faut déjà planter chez l'enfant cet esprit de communauté, de citoyen global. Très bien, on est Voilà. revenu au jardinage. Madame Mouchira voulait prendre 10 secondes pour répondre à une des difficultés, la difficulté avec la loi. 10 secondes vraiment, sinon on va se faire... Oui, voilà, je vais. Yes. For the children in conflict with the law, the question there about the children in conflict with the law, exactly like the Rohingya community, education must be adaptable to attract them and must be modified to express their concerns and to treat the reasons for marginalization. So for the Rohingya, I need to attract families of the Rohingya children to send their children to public schools. And states have the responsibility to make sure that education is inclusive. It encourages everybody and treats everybody on the same footing, not exclude any community. And parents have a responsibility for the education of their children, but also parents must be held accountable for depriving their children of education. Because a Rohingya child, when they discover that when they finish their supposedly education and they have no life skills, they cannot compete in the labor market, this is violence against the Rohingya children, exercised by their parents and acquiesced by the state, who did not live up to their responsibility to provide availability of education, accessibility of education, adaptability of, and also the value of education. What do I get from going to school? This is very important for the peace and security of the Rohingya and other people, for the peace and security of the state, and for the global community. Thank you. Thank you very much. Merci. One word of thanks. It has been a blessing for me to be sharing this panel with my colleagues that I want to thank, and I want to thank you very much from the bottom of my heart. Merci beaucoup, merci à vous. Merci de votre participation à ce panel décidément très très riche.